Je m'appelle Rebecca Bascom et je suis médecin. Je m'occupe donc de problèmes respiratoires en Pennsylvanie. Je vais parler aujourd'hui des mastocytes et des difficultés respiratoires dans le syndrome LR dans l'os. On va commencer maintenant. Eh bien, des conflits d'intérêts, simplement, j'ai des fonds de recherche au centre que vous voyez, l'Institut national de santé de la Pennsylvanie, et j'ai participé à des essais cliniques concernant donc des maladies pulmonaires, et ceci a été d'après les fonds de pas mal de laboratoires pharmaceutiques. Mais nous allons commencer maintenant. Vous avez déjà entendu parler des mastocytes, bien sûr, et comment elles concernent la santé respiratoire. Et il y a aussi d'autres facteurs qui concernent la santé respiratoire, et vous devez prendre ceci en considération. Je ne vais pas parler donc simplement des mastocytes et la santé respiratoire, mais je vais voir ces liens et d'autres moyens aussi. Je suis donc pneumologue et je vais parler donc des éléments pour que vous ayez la possibilité de soigner et de vous occuper de votre santé. Dans ma présentation, je vais me centrer sur ce que vous devez savoir sur le système respiratoire, quelles sont les questions que vous devez vous poser vous-même et quelles sont les questions à poser aux fournisseurs de services de santé. On va vous donner aussi une sorte de toolkit, une sorte de boîte d'outils pour monitoriser votre santé respiratoire. Les questions que j'entends souvent, n'est-ce pas, quand je parle aux gens qui ont le syndrome LR dans l'os, il y a beaucoup de questions qui se présentent et j'ai présenté ici quelques questions. Pourquoi est-ce que je ne peux pas respirer normalement? Comment est-ce que je peux savoir si je suis malade? Comment est-ce que je peux le dire? Est-ce que c'est vraiment mauvais pour ma santé de faire ceci ou cela? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire les choses comme les autres? Est-ce que mes médicaments vont concerner ma capacité respiratoire? Et est-ce que ceci peut concerner ma capacité respiratoire pulmonaire? Qu'est-ce que je dois faire? Que fais-je avec tout ça? Les gens veulent savoir comment gérer la santé respiratoire de chacun, n'est-ce pas? De chacune, de chacun. Alors, nous allons commencer maintenant et je vais passer quelques instants à vous en parler. Alors, terminologie abrégée, les symptômes, c'est que la personne va expérimenter, ce que la personne va ressentir. Vous êtes l'expert en ce qui concerne vos symptômes. Les signes, c'est ce que les spécialistes cliniques vont observer, c'est-à-dire le patron respiratoire, les caractéristiques, la présence par exemple d'une respiration qui fait un bruit, un syndrome pulmonaire, des problèmes par exemple, des tests, c'est ce que l'on peut mesurer, c'est ce que l'on peut mesurer. Et les images, c'est ce que l'on peut regarder, ce que l'on peut voir, les images. Je veux dire donc, et c'est une façon de présenter en tant qu'introduction, que la difficulté sur les mastocytes, eh bien, ces difficultés ont trait à la difficulté de mesurer quoi que ce soit. Mesurer l'activation des mastocytes, par exemple. Et comment interpréter des symptômes que la personne va expérimenter en ce qui concerne l'activation des mastocytes. Est-ce que ce sont les mastocytes? Est-ce que c'est dû à d'autres facteurs? Quelles sont la recherche ou quelles sont les recherches que nous devons faire? La société fait des progrès en ce qui concerne un consensus, une terminologie commune pour décrire ceci, pour permettre que les gens parlent le même langage, pour que les gens puissent décrire les symptômes. Et de cette façon, n'est-ce pas, présenter et mettre en question les spécialistes cliniques pour qu'ils développent des méthodes d'améliorer la santé, d'améliorer des gens les symptômes. Nous avons donc des signes, nous allons des tests, nous allons des rayons X pour visualiser des images, par exemple, concernant le système respiratoire. Et nous avons maintenant parlé de la boîte à outils, le Respiratory Toolkit. Je ne sais pas si vous avez ceci, mais c'est une sorte de boîte à outils que nous avons chez nous. Mais il faut penser à ça. Tout d'abord, c'est l'histoire.
Nous devons faire attention, écouter avec attention l'expérience des gens, ce qu'ils ont à nous raconter, ceux qui ont le syndrome Ehlers-Danlos et les problèmes respiratoires. C'est une zone moins développée. Si vous voulez voir, si vous devez analyser les symptômes des gens avec le syndrome Ehlers-Danlos, vous devez vous situer sur les manifestations névrologiques, gastro-intestinales, toutes les manifestations du système donc autonome. Mais nous devons voir que les symptômes respiratoires, là, il n'y a pas beaucoup de progrès. Et c'est un travail qu'il faut faire, c'est un travail vraiment à faire. Et nous avons ici, par exemple, il faut faire attention aux symptômes respiratoires. Avec le stéthoscope, vous pouvez voir s'il y a des bruits quand la personne, par exemple, a des voies respiratoires trop étroites. Vous avez aussi des craquements, vous avez aussi des sons qui sont très aigus. Et ceci, si quelqu'un a ce type de son aigu, quelque chose peut être transmise. Et en contraste, s'il y a quelque chose de craquement ou s'il y a du tissu cicatriciel, ceci va produire des sons qui ne vont pas être transmis. Ça vous permet de localiser donc l'endroit où il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous avons aussi, et c'est difficile de faire des biopsies, on ne va pas le faire très souvent, mais ceci nous permet de mesurer directement la captation d'oxygène, voir au niveau du torrent sanguin ce qui se passe et le niveau de CO2 et s'il y a donc de l'oxygène qui rentre bien. Et finalement, c'est la quantité acide base au niveau du sang de la personne. L'un des éléments les plus importants en ce qui concerne ce toolkit, sont les fonctions respiratoires, les tests sur la fonction respiratoire. Et l'un des points communs est présenté ici en rouge, un blanc et un bleu. Et c'est justement l'espirométrie. L'espirométrie se fait, on va inspirer de l'air et on va exhaler l'air, on va donc expirer l'air. Et ceci, il y a donc le flux respiratoire qui est mesuré. Et quand on va continuer, ça va diminuer, le flux d'air va diminuer. Et ceci prouve que la personne va déjà expirer la quantité la plus importante d'air qu'elle avait pu retenir. Et je vous dis, deep breath in, donc vous respirez, vous avez l'inhalation, vous allez donc prendre l'air et vous allez retenir, vous allez après exhaler, vous allez après sortir, faire sortir cet air. Et de cette façon, il y a moins d'air qui est déplacé au niveau. Donc vous avez par exemple ce que nous appelons donc silencieux, la respiration silencieuse, et nous avons aussi donc le système avec l'espirométrie. Vous prenez de l'air, vous sortez, mais attention, c'est 6 secondes, vous gardez, vous retenez donc l'air et après vous sortez, vous faites sortir l'air rapidement. De cette façon, une autre chose pour faire un test de la fonction respiratoire, c'est voir l'effet des produits pharmaceutiques de bronchodilatation. Ceci va relâcher, va ouvrir avec une bronchodilatation les voies aériennes. Vous avez ici, et ceci, c'est du côté de la ligne bleue. Et ceci, la partie en rouge, c'est le test d'espirométrie dont on a parlé, que l'on fait après avoir pris de bronchodilatation, après ces produits pharmaceutiques. Et ceci prouve qu'il y a une amélioration dans ce cas de la fonction pulmonaire après avoir utilisé du salbutérol. Et c'est un élément clair de l'asthme. Et on utilise ceci. Je vais vous en parler dans quelques instants. L'asthme, très souvent, est une maladie associée à des problèmes de mastocytes, mais un problème localisé, à la libération donc des médiateurs comme la cystéine. Et c'est associé à la cystéine. Fonction pulmonaire, les tests de la fonction pulmonaire, ça fait une partie très importante de cette boîte à outils, pour ainsi dire. Et nous devons dire qu'il y a des fonctions pulmonaires, par exemple des systèmes pour mesurer le flux d'air
et voir le maximum, le peak flow, c'est-à-dire le maximum, et c'est très important pour mesurer au moment de l'asthme. Et vous avez aussi des éléments plus compliqués, des unités que l'on peut transporter et qui sont vraiment faciles à transporter. Vous avez un exemple ici, je vais vous montrer cette radiographie, la section donc de ces rayons X. Vous avez le sternum, vous avez la colonne vertébrale, ici en blanc vous avez donc toute la partie scapulaire, vous avez les poumons, vous avez l'air qui est dans la partie extérieure, et vous pouvez en même temps voir que les poumons sont pleins d'air. Avec ce petit point, c'est bien sûr les vaisseaux sanguins, et vous avez aussi ce réseau, et ceci va permettre de transporter l'oxygène. Les gens qui ont le SE2 ont des différences en ce qui concerne la position, donc au niveau de l'esternum. Et vous avez aussi des problèmes, par exemple, c'est vers le bas, ça va être poussé vers le bas, et vous avez une petite quantité, c'est ce qu'on appelle pectus excavatum. Au niveau de la poitrine, on voit une capacité moindre de prendre de l'air et une façon plus significative chez d'autres gens aussi. Et vous pouvez voir aussi dans ce CAT scan, vous pouvez voir ici, alors au niveau de la trachée, vous avez la trachée et vous avez des changements qui peuvent être aussi une source de difficulté. Alors on continue la partie respiratoire et vous avez des études de sérologie où vous étudiez la preuve des allergies. Vous avez ici par exemple tout ce qui est l'allergie à la poussière, etc. Et vous pouvez voir la possibilité de voir ici des immunoglobulines et ceci peut être utilisé pour contrôler les infections. Il est peu commun dans le cas SED, mais on l'utilise plus souvent quand il y a la préoccupation en ce qui concerne le cancer du poumon, quelque chose qui apparaît chez les personnes âgées qui ont fumé pendant très longtemps. Et vous avez ici, donc on va utiliser le sputum et on va, quand la personne crache, vous avez analysé donc cet échantillon et vous pouvez avoir donc un échantillonnage et il y a des systèmes bien établis pour voir donc et pour cultiver ces germes. Alors, vous avez ici, alors je vais là, quand vous avez quelqu'un qui a de l'EDS, l'important c'est de voir, et c'est the signal in the noise, c'est le rapport donc entre le signal et le bruit, c'est ce que les ingénieurs utilisent. Et vous avez ici, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai entendu dire ceci », et c'est ce que nous appelons donc une conversation, disons, qui n'est pas formelle. Et vous avez parfois ce type de son qui est bizarre, si ce son mystérieux. Et là, est-ce qu'il faut savoir à quoi est-ce que c'est dû? C'est dû à des problèmes dans la voiture ou c'est dû simplement à un accident? Et ceci est important parce que ceci peut être abnormal. S'il y a donc, est-ce qu'il se peut qu'il y ait des variations de l'entourage? Nous avons toujours le bruit. Le matin, notre fonction pulmonaire n'est pas la même. Ça s'améliore au fur et à mesure que la journée avance. Et vous avez ça chez des asthmatiques. Les variations, peut-être, les gens vont se réveiller au milieu de la nuit, en pleine nuit, parce qu'il y a des problèmes pulmonaires, des problèmes de fonction pulmonaire, des problèmes pneumologiques. Et je vais maintenant vous parler des problèmes respiratoires, mais par le passé. Il y a quelques questions que je trouve intéressantes chez les gens qui ont été évalués en ce qui concerne les problèmes respiratoires. Ceci commence. Alors, est-ce que vous êtes, quand vous êtes né, vous étiez en pleine santé? Vous parlez avec votre maman. Ces éléments au niveau périnatal sont importants. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé au moment de la naissance. Et ceux-ci, présentent des difficultés à vie. Est-ce que vous êtes rentré chez vous avec votre maman, vous êtes resté à l'hôpital ou pas?
Alors aussi les études, est-ce que la personne a pu continuer les études? Ceci nous permet de savoir le processus de formation, l'éducation. Alors tout ceci pendant l'école secondaire, c'est le moment où les gens commencent à découvrir qu'ils ont des limitations, qu'ils ont des problèmes respiratoires. Dans le SE2, ceci, c'est des problèmes musculo-squelettiques. Mais il faut voir, il faut faire un suivi et voir donc tout ce qui est la partie exercice physique, voir s'il y a eu des problèmes respiratoires. Ceci est utile parce qu'il y a une demande en ce qui concerne la fréquence respiratoire, une méthylation alécuate, et ceci nous permet de voir que ceci peut déclencher de l'asthme. Et la participation dans les sports organisés, la pratique des sports, alors ceci est important. L'histoire sociale aussi, il faut voir du point de vue social les questions. Alors par exemple, est-ce que il y a beaucoup de en Pennsylvanie, il y a beaucoup de gens qui par exemple sont exposés à la fumée. Les gens fument beaucoup. Alors ceci concerne. Est-ce que vous étiez, quand vous étiez enfant, exposé à la fumée, donc des cigarettes? Et aussi, on pose des questions, les hobbies, les préférences et les voyages. Ça peut aussi affecter, concerner la capacité pulmonaire. L'histoire occupationnelle aussi, on pose les questions. Vous devez faire donc un tracé du service militaire, vous devez le raconter, les activités du travail, si vous étiez en contact avec des substances qui peuvent avoir mis en danger votre santé. Et aussi, il faut faire attention à l'endroit où les gens vivent, les structures, les matériaux de construction. Ceci est important, est un élément important dans l'entourage résidentiel, dans la vie urbaine. Aussi le système de chauffage. Est-ce qu'il y a des systèmes d'humidification? Est-ce que vous avez des moisturing systems, comme on dit en anglais? Ceci est important. Est-ce que vous avez de l'air climatisé? Est-ce qu'il y a des filtres? Analysez ceci. Et si vous avez cette possibilité, vous êtes en train de créer votre répertoire sur tous ces problèmes. Si vous avez une situation particulière où il y a quelque chose à signaler en ce qui concerne les matériaux, alors nous avons ce que nous appelons SDS, Safety Data Sheet. Il s'agit donc d'un formulaire concernant la sécurité. Les éléments, les composants qui sont dangereux doivent être identifiés. Tout ce qui concerne les risques doit être noté. En ce qui concerne donc les voies respiratoires supérieures, nous devons voir ici, vous avez cette diapo qui vous donne une idée latérale. Vous avez ici, vous avez donc la personne, vous avez, alors là, vous avez donc le nez, vous avez ici les yeux, vous avez les paupières, la cavité nasale, vous avez, et ceci vous l'appelle, vous pouvez lire. Et ce qui apparaît ici, c'est qu'il y a deux petits poils à l'intérieur, donc des orifices du nez. Et ceci vous permet de voir du côté latéral, vous avez le passage de l'air. Et ceci va créer parfois le flou aérien. Et ceci peut faire en sorte qu'il y ait des substances polluantes qui vont se propager. Et il y a ce que nous appelons la protection des voies aériennes supérieures grâce à cette pilosité qui va attraper donc les particules. Et il y a des symptômes qui ont trait à le danger et l'exposition à ces matériaux dangereux. Vous avez ici le larynx, et vous avez ici le pharynge, et vous avez ici, et l'un des éléments à considérer ici, c'est que ici en bas, vous avez le sophage, et ceci c'est pourquoi nous allons le mentionner ici, l'importance que vous avez ici, le reflux gastro-œsophagique. Et ceci est important quand ceci peut monter, ça peut hériter le larynx et produire donc des problèmes de reflux laryngopharyngique. Et ceci est un problème où vous avez ici une idée de ce reflux, de cette acidité qui monte. Vous pouvez voir ici aussi, vous avez donc
Les gens qui ont des problèmes très graves peuvent se retrouver avec une sinusite chronique, des problèmes au niveau des ouïes et vous avez des problèmes laryngopharyngiques aussi. Donc une laryngopharyngite. Et comment est-ce que vous voyez ces symptômes des voies aériennes supérieures? Nous avons donc ce test, Sinal Nasal Outcome Test, et vous pouvez voir ici un lien pour le faire. Ceci vous donne toute une gamme de symptômes que vous devez étudier, considérer s'ils sont graves ou pas, et souligner les plus importants. Il s'agit d'une liste très longue, 22 éléments, mais je crois que vous pouvez ici constater et voir ce qui est plus important pour vous, les symptômes, s'il y a quelque chose qui vous concerne, vous faites un suivi et vous le faites une fois toutes les 2 semaines et vous vérifiez des éléments différents pour faire un suivi. Dans votre cas en particulier, tracking your symptoms, c'est-à-dire faire un suivi des symptômes. Et ce qui est important, c'est voir s'il y a un chevauchement des symptômes différents. Vous pouvez voir ceci, les symptômes au niveau du nez. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils se réveillent fatigués, ils ont des problèmes à s'endormir, ils ne peuvent pas concilier le sommeil. Et les gens SED, des gens qui ont le syndrome LR dans l'os, ont ces problèmes. Et vous pouvez voir la contribution des voies aériennes à ces signes qui sont peut-être bénins, mais qui concernent la population atteinte du syndrome LR dans l'os. D'autres exemples ici, l'activation mastocytaire peut être localement activée dans le voie respiratoire. Vous avez ici, ce que l'on fait, c'est on va voir les gens qui disent quand il y a l'air froid, cold, dry air, de l'air sec et froid. Ils ont des problèmes. Il faut analyser ceci. Et vous pouvez voir qu'avec cela, il y a une augmentation au niveau des histamines et au niveau de la sécrétion nasale. Et aussi, il y a une augmentation de la tryptase. Chez quelqu'un qui a des problèmes de rhinite dus à l'air froid, tous ces gens, quand il y a l'air sec et froid, vous voyez les sécrétions et vous voyez que l'histamine et la tryptase augmentent. C'est un exemple d'activation mastocytaire non allergique et localisée au niveau du nez. Si vous prenez quelqu'un qui est allergique à quelque chose, quelqu'un qui a le rhume du foie, et qui, en printemps, a des problèmes, par exemple pollen, ou par exemple quelqu'un qui est allergique aux chats, et vous présentez les poils des chats, eh bien, on peut dire, bon, voilà l'augmentation au niveau d'histamine, après avoir présenté ceci. Et ceci arrive au niveau de la tryptase aussi. Donc voilà une réaction allergique, IgE, c'est dû à l'IgE. C'est donc une activité mastocytaire. Une activation mastocytaire localisée peut arriver au niveau du nez, au niveau des voies respirateurs. Et vous devez penser donc qu'il y a des réactions similaires qui ont lieu au niveau du nez, au niveau des poumons. Et il est très intéressant de traiter toute la voie respiratoire, pas seulement au niveau pulmonaire, mais voir donc tout ce qui est la voie aérienne. Et vous avez ici des études concernant le développement des maladies dans le cadre de cette rhinite allergique. On utilise des stéroïdes intranasaux, vous utilisez aussi des agents, des leucotriènes, Peros et des antihistaminiques. En ce qui concerne donc des gens, par exemple, quand vous mangez quelque chose, vous avez des problèmes de running nose, donc vous avez le nez qui coule dans ce cas, eh bien vous avez donc le produit qu'il y a, c'est ce que nous parlons comme hypatropium nasal. C'est le produit qui existe et ceci peut vous aider à contrôler ces symptômes. Sinusite, vous voyez si la personne, par exemple, a une sinusite chronique, une congestion chronique, eh bien, une tomographie computérisée, tomographie axiale computérisée peut aider. Vous avez ici donc ces sinus inflammés, vous avez
au niveau maxillaire et plus central aussi. Parfois, il faut traiter tout ceci avec des antibiotiques, des stéroïdes ou même l'évaluation par des spécialistes en pulmonologie ou bien un pneumologue. Vous avez des gens qui ont de la douleur faciale, des problèmes de congestion et ici, ce scan, CAT scan peut être normal. Tout apparaît noir, parfait, bien structuré. Et alors, il faut voir ici qu'est-ce qui arrive. Il y a un index recommandé et c'est étudier alors si c'est une migraine ou si c'est neuropathique, d'origine neuropathique. Vous avez aussi l'asthme ici, les gens qui ont le syndrome LR dans l'os, et c'est la cause la plus fréquente de perte de temps à l'école. Les gens ne vont pas assister à l'école dû à des problèmes d'asthme. Nous avons des systèmes de spirométrie qui peuvent être portés à la main et vous pouvez vérifier ceci, faire des contrôles d'asthme tous les mois pour savoir si la personne est bien contrôlée quand on prend les médicaments et vous parlez avec des fournisseurs de santé pour avoir un plan de gestion de l'asthme. Vous avez toute une variété de dispositifs qui peuvent vous aider à monitoriser l'asthme. Si vous avez des problèmes otolaryngiques, vous avez de l'espirométrie, c'est plus utile bien sûr. En ce qui concerne pour l'asthme, vous avez aussi un système de peak flow meter, un système où vous allez mesurer donc le flux maximal d'air. Vous avez des problèmes, alors quand vous avez un reflux qui est au niveau du pharynge, au niveau, donc vous avez la possibilité de voir donc ce reflux laryngopharyngique. Vous devez voir une obstruction du larynx qui peuvent être induites. Et je vous présente ici quelques éléments du système respiratoire des voies aériennes qui vous permet à réfléchir sur la question que l'on pose en ce qui concerne les symptômes respiratoires du syndrome LR dans l'os. Et je veux vous encourager à suivre votre santé, à faire un monitoring, distinguer, différencier les sons, monitoriser, étudier, faire un monitoring, un suivi. Et merci de votre aimable attention. C'est ce que je vous propose. Merci. Faites votre suivi.